tout à fait concentré et afin de donner le meilleur de votre concentration aux candidats, nous avons choisi de vous offrir un petit showcase en avant-première ou en avant-après, je ne sais pas comment il faut dire, avec la marraine de la soirée que j'invite à me rejoindre sur scène, Noémie Lacombe. Noémie Lacombe, c'est notre gagnante de l'année dernière, notre grande vainqueur, et elle a accepté de revenir ce soir pour nous présenter encore une fois sa thèse. Et l'idée, évidemment, c'est de chauffer la salle, donc je vous demande de l'applaudir encore une fois. Voilà. Donc, vous étiez là l'année dernière, sur cette même scène. Vous avez remporté le prix. Est-ce que vous pouvez nous raconter un tout petit peu ce qui s'est passé pour vous depuis? Oui, volontiers. Donc, j'ai participé après à la finale suisse et c'était vraiment une super expérience d'échange en fait avec plein de doctorants sur plein de sujets. J'ai appris plein de choses, donc c'était vraiment chouette. Et puis sinon, je travaille à l'Université de Fribourg dans le département de pédagogie spécialisée pour former les enseignants. Vous êtes prête à remettre le couvert? Je crois. C'est super. À vous. Avez-vous déjà rêvé de pouvoir lire dans les pensées? D'avoir enfin accès à la boîte grise de vos proches? Moi, oui. J'ai souvent rêvé d'une fenêtre qui me permettrait de voir à l'intérieur. Mais il y en a, me direz-vous. Les mots sont des fenêtres, a dit Rosenberg. C'est vrai, mais si je vous demande de faire une rotation mentale, vous êtes sûr que les mots suffisent toujours à l'expliquer? Alors essayons. Est-ce que les deux formes que vous voyez derrière moi sont exactement les mêmes? J'entends oui, j'entends non. Je vois que vous faites quelque chose pour répondre à ma question. Vous ne parlez pas, mais je peux voir comment vous vous y prenez. Car oui, il existe une autre fenêtre que les mots, mais ce n'est pas celle du rêve, comme le pensait Victor Hugo. C'est celle de vos mains. Et cette fenêtre est utile dans les deux sens. De votre côté de la fenêtre, vos gestes vous aident à résoudre une tâche, à élaborer et à exprimer votre pensée. D'ailleurs, les personnes aveugles utilisent aussi les gestes pour parler. Et même les personnes sourdes font des gestes spontanés en plus du langage des signes pour s'exprimer. De mon côté de la fenêtre, vos gestes me renseignent sur vos processus cognitifs. Ils sont une fenêtre sur votre cerveau. D'ailleurs, si vous aviez osé faire des gestes tout à l'heure, j'aurais pu dire qui a résolu la rotation mentale correctement. Mais pas d'inquiétude, ce soir, je ne vous analyserai pas plus, car ce soir, je vous propose de plonger dans la pensée de ceux qui n'ont parfois que les gestes pour s'exprimer. Ma thèse s'intéresse aux gestes des élèves avec une déficience intellectuelle, car pour eux, la fenêtre des mots est souvent peu représentative de leurs compétences. Et elle peut être fermée, ils ne parlent pas du tout, trop petite, leur vocabulaire n'est pas assez étendu, ou même endommagé. Les mots ne sont pas prononcés correctement. Dans ma thèse, j'ai proposé des tâches spatiales à 60 élèves pour observer leurs pensées au travers de ce qu'ils disaient, mais surtout de ce qu'ils faisaient. Résultat, j'ai pu observer pas moins de 1845 gestes. Des gestes iconiques qui transmettent un contenu comme le sens de rotation, des gestes de pointage qui indiquent un objet, des gestes métaphoriques qui transmettent un contenu abstrait. Plus intéressant encore, j'ai observé que 30% des informations étaient communiquées que par les gestes et que dans 60% des cas, ils précisaient le discours. Les mots seuls n'étaient donc utilisés que dans 10% de leurs réponses chez ces élèves. Vous imaginez le nombre d'informations, le nombre de compétences qui restent invisibles si personne ne regarde par la fenêtre. Vous imaginez qu'on pourrait modifier les programmes, les évaluations, les notes de ces élèves en prenant le temps de s'asseoir à la fenêtre. Alors même si Saint-Exupéry a dit que l'essentiel est invisible pour les yeux, permettez-moi de dire que pour une fois, l'essentiel se voit. Ça fait toujours la même chose? Ah oui, ça fait, hein? Ça fait toujours.
Peut-être juste avant de nous quitter, un petit mot pour nos candidats de cette année? Profitez de la soirée, même si je sais que c'est difficile. Tout est dit. Merci Noémie. Merci à vous. Bien. Nous entrons maintenant dans le vif du sujet et j'aimerais accueillir sur cette scène Soukaina Beradia. Bienvenue. Merci. Soukaina, vous êtes passionnée par la finance et la gestion des risques. Après un parcours académique en finance internationale et en management des entreprises, vous enrichissez vos expériences dans les domaines de la comptabilité et de l'enseignement. Actuellement, vous êtes doctorante en sciences de gestion et vous vous concentrez sur la performance et la gestion des risques dans le secteur bancaire. C'est juste? Tout à fait. Super. Bancaire suisse. Secteur bancaire suisse. C'est vrai, il y avait Suisse dans mes notes, vous avez raison. Soyons précis, ça on n'échappe pas avec les doctorants suisses. Avant de vous lancer dans votre présentation, peut-être confiez-nous, est-ce qu'il y a un proverbe ou une grande phrase qui vous a motivé pendant votre travail? Alors, j'en ai plusieurs, mais je vais choisir celle de Samuel Janson. C'est que ce n'est pas la force mais plutôt la persévérance qui fait les plus grandes œuvres. Eh bien, je pense que la persévérance vous a aussi amené sur cette scène ce soir. Vous avez tout compris. Vous êtes prête? Oui. Alors, la scène est à vous. Merci. Avez-vous déjà entendu un conte de fées où les géants financiers ne vivent pas heureux à jamais? Eh bien, je vous en parle aujourd'hui. La chute de Crédit Suisse est un exemple frappant de ce qui peut arriver quand une banque ne gère pas bien ses risques et se croit trop grosse pour faire faillite. Principe too big to fail qui pose de nombreux défis au secteur bancaire suisse, qui repose sur quelques acteurs majeurs. Crédit Suisse, c'était la Blanche-Neige du secteur bancaire suisse. Banque belle et puissante qui régnait sur le paysage financier depuis plus de 150 ans. Mais elle était trop gourmande, voulant toujours plus de profit, quitte à prendre des risques inconsidérés. Un jour, elle croisa la méchante reine, qui se faisait appeler Silicon Valley Bank, qui lui tendit une pomme empoisonnée, symbolisant les investissements toxiques que Crédit Suisse avait faits dans la SVB, sans se méfier. Blanche-Neige mordit dans la pomme et tomba dans un profond sommeil. Elle fut alors transportée dans un cercueil en verre, symbolisant la perte de confiance du marché, des clients et des autorités. Les 7 nains, symbolisant les 7 principaux risques, se retrouvèrent impuissants face à la situation et ne pouvaient que pleurer et espérer un miracle. Le miracle arriva sous forme d'un prince charmant. UBS, la principale concurrente de Crédit Suisse, qui accepta de l'épouser, de la racheter. Mais à quel prix? Le prince charmant embrassa Blanche-Neige, qui se réveilla et reprit vie. Sauf qu'elle n'était plus la même. Elle avait perdu sa splendeur, sa fierté et même sa souveraineté. Elle devait désormais vivre sous la tutelle du prince, qui lui imposait des conditions strictes pour assurer sa survie. Et moi, dans ma thèse, je cherche à comprendre comment la gestion des risques et la performance financière de Crédit Suisse ont été affectées par la crise et comment ils peuvent être améliorés. Pour cela, je combine des données chiffrées, comme les indicateurs financiers les plus avancés provenant des méthodes de data mining, et des témoignages comme les décisions stratégiques et la culture d'entreprise. Je mélange les deux méthodes pour avoir une version complète et nuancée de la situation. Et vous? Que feriez-vous si vous étiez à la tête de Crédit Suisse? Seriez-vous plus prudent ou plus audacieux? Plus transparent ou plus discret? Plus coopératif ou plus compétitif? C'est la question que je vous pose et ma thèse tente d'y répondre avec une pointe d'humour, une tonne d'analyse. Car après tout, si on ne peut pas rire de notre système financier, n'est-ce pas lui qui rira de nous? Merci.
football. Ça va? Je suis contente. J'ai pu le faire, donc ça va. Avant de nous quitter, je vais vous poser ma petite question récurrente de la soirée. On va commencer par vous. Si votre thèse était un animal, ce serait lequel? Alors, je dirais un renard. Un animal tout malin, comme un banquier malin qui esquive les risques. Voilà. Merci, Soukaina. La chance quand on passe en premier, c'est qu'on peut savourer tout le reste de la soirée. Vous êtes libre. Ouais, merci. J'aimerais accueillir notre deuxième candidat, Daniel de Oliveira Fernandes. Daniel, vous avez commencé votre bachelor en psychologie en 2014 à l'Université de Fribourg. Vous vous êtes rapidement intéressé et plongé dans la recherche scientifique. Et puis en 2015, vous faites vos premiers pas dans l'assistanat en devenant tuteur en technique de rédaction académique. Puis en 2016 et encore aujourd'hui, comme tuteur en statistique et analyse de données. Comme j'ai dit cet après-midi, tous ceux qui veulent savoir ce que ça veut dire, vraiment, ce sera pendant la pause. Ces expériences vous ont convaincu de vous lancer dans une carrière d'enseignement et de recherche et vous choisissez de débuter une thèse en 2021. À côté de cet univers académique, vous êtes également impliqué dans le monde choral puisque vous faites partie de 2 ensembles vocaux. Je dois rebondir sur la réponse de Soukaina. Si votre thèse était un animal, ce serait quoi ? Je suis navré de dire la même chose, mais je dirais aussi le renard, parce que le renard, c'est la ruse, c'est la manipulation dans les fables de La Fontaine, et puis ma thèse, le thématique de ma thèse, c'est la ruse par le langage. Voyons maintenant si vous êtes rusé sur cette scène. Est-ce que vous êtes prêt à présenter votre thèse ? C'est parti. Donald Trump. Vous suivez comme moi tous ces propos accusateurs, un peu comme les épisodes d'une mauvaise série où plus rien ne vous surprend vraiment. Mais concentrons-nous sur l'un de ces épisodes en 2016. Il avait accusé la journaliste Megyn Kelly d'avoir été agressive envers lui et de lui avoir posé des questions ridicules. Il avait ajouté « Vous pouviez vous-même le voir, elle avait du sang qui sortait de ses yeux, du sang qui sortait de son nez, du sang qui sortait de son... whatever, en anglais son quelque part ». On est d'accord, il a voulu dire qu'elle était agressive envers lui, probablement parce qu'elle avait ses règles. Mais sommes-nous bien sûrs que c'était l'intention de Trump ? C'est vous et moi qui avons interprété son association agressivité et règles. Pas lui, il ne l'a jamais dit. Et c'est exactement ce qu'il a répondu le lendemain aux journalistes. Je n'ai jamais voulu dire une chose pareille. Je voulais simplement faire une liste des parties du corps où le sang pouvait couler avant de passer à autre chose. Seul un pervers penserait une chose pareille. Et cet exemple illustre précisément le thème de ma recherche, l'insinuation. Exprimer ses propos indirects permet non seulement de protéger sa réputation, mais également de salir la réputation d'un adversaire tout en se disculpant. Parce que oui, accuser verbalement une personne d'avoir été agressive envers soi parce qu'elle avait ses règles, et ceci devant des millions de personnes, ce n'est pas la meilleure des idées. Là, vous risquez d'être accusé de diffamation et vous ne pourrez plus nier ce que vous avez explicitement dit. Ma recherche s'intéresse à tous ces cas où l'insinuation est utilisée, tout ce qu'elle permet d'accomplir en bien, mais surtout en mal. Ma recherche consiste à mesurer à quel point votre opinion sur une personne est influencée par sa manière de s'exprimer. Mais jusqu'à maintenant, l'insinuation a souvent été considérée comme l'outil de celui qui ne veut pas se mouiller, c'est exprimer ses propos de manière indirecte sans dire franchement le fond de sa pensée. Alors pourquoi Donald Trump a-t-il insinué ? Selon nos résultats, nous reconnaissons toutes et tous la même intention de blesser, mais nous avons aussi tendance à trouver une personne qui insinue comme plus bienveillante, plus compétente et surtout plus digne de confiance. Mais que nous disent concrètement ces résultats ? Que nous avons probablement trouvé Donald Trump un peu plus bienveillant qu'il ne le méritait, que nous avons été influencés par sa manière de s'exprimer sans en être vraiment conscients ou conscientes. Mais cela soulève une question. Quelle est la place de l'insinuation dans le débat public ? Et quand je parle de débat public, je parle de votation, je parle d'élection dans cet exemple-là, je parle de vos choix citoyens. Aujourd'hui, j'ai parlé d'insinuation, mais j'aurais pu vous parler de plein d'autres outils qui permettent de cacher des messages problématiques. Des outils qui sont souvent utilisés lors de votations pour faire pencher la balance de manière juste pour certains, mais surtout injuste pour d'autres.
Et c'est là que ma recherche a tout son intérêt. En comprenant mieux comment fonctionne l'insinuation et ses autres outils, nous serons mieux à même de nous en protéger. Enfin, pour clore mes propos, j'espère qu'après toutes ces belles présentations aujourd'hui, vous aurez tout ce savoir qui sortira de vos yeux, qui sortira de votre bouche, qui sortira de votre, cœur, whatever. Je vous remercie. Ça va mieux? Ouais, ça va bien. Avant de nous séparer, j'aimerais bien que vous nous confiez à quoi vous rêviez quand vous étiez petit. Qu'est-ce que vous vouliez faire? Ça? Alors, je rêvais surtout d'être pilote de locomotive, ou comme je disais quand j'étais petit, conducteur de train. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre deux. Finalement, je me suis retrouvé à faire de la recherche, de l'enseignement et des statistiques, et ça me plaît. Et je suis content. Comme quoi, rêver au CFF conduit à tout. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Vous pouvez aller profiter de la soirée. J'aimerais maintenant accueillir notre troisième candidate, si je compte juste, Nicole Claire. Le jingle, parfait. Ouais, c'est bien que c'est un peu long. Il était fait pour vous. Parfait. Nicole, après une formation en géologie, vous avez travaillé dans l'industrie pétrolière pendant 5 ans. C'est la recherche, notamment dans le domaine des changements climatiques, qui vous incite à venir à Fribourg pour un doctorat sur la neige et la glace du Groenland. Vous m'expliquerez aussi pendant l'apéro. Alors que le fait d'être dans le terrain de jeu des Alpes était déjà un avantage majeur pour ce changement de vie, c'est vrai que c'est plutôt sympa, les expéditions sur l'Inlandsis pour collecter des données vous ont fait prendre encore plus conscience de l'importance de comprendre le changement climatique et pour pouvoir agir sur lui. Une mission, quoi. Tout à fait. Ouais. Mais pour nous toutes, tous, je dirais. Vous êtes monté sur un thème musical. Est-ce qu'il y a une playlist qui a accompagné vos travaux pour vous motiver? Oui, j'écoute pas mal de musique et j'ai quand même eu une chanson de préférence pendant la rédaction de ma thèse, surtout quand j'avais un petit coup de mou. Et c'était God is a Girl, parce que c'est bien énergique et en plus, j'aime bien le titre. Ouais. So, now the girl is on the sea. Voilà. Imaginons que nous sommes toutes et tous des flocons de neige. On se trouve sur la calotte glaciaire du Groenland à une altitude de 1800 mètres. Il y a une dizaine d'années, on profitait bien du soleil en été tout en restant gelé. Mais à cause du changement climatique, la saison estivale est devenue de plus en plus chaude. Désormais, la chaleur en été est si intense qu'on se transforme en eau liquide. La quantité de glace retenue par la calotte glaciaire du Groenland nous intéresse, parce que si toute cette glace fondait, le niveau moyen des océans s'élèverait de plus de 7 mètres. Du coup, notre destin en été, mes chers flocons de neige, est bien pertinent. Pour prévoir l'évolution de cette quantité de glace, on utilise des modèles climatiques, et ces modèles nous proposent 2 solutions pour échapper à la canicule. Soit on descend vers le bas dans la colonne de neige pour trouver un peu de frais en profondeur, soit on quitte la calotte pour un petit plongeon dans la mer. Il y a un petit souci avec cette dernière option, et c'est qu'à 1800 mètres d'altitude, on se trouve à plus de 150 km du rivage, et la téléportation n'existe pas. Par contre, aussi, la première option n'est pas si évidente que ça, parce que sur une grande partie du Groenland, on trouve à faible profondeur une dalle de glace imperméable. Cette dalle de glace s'est formée à cause de nos anciens collègues flocons de neige qui ont aussi voulu se rafraîchir et qui ont regelé sur place. À cause de cette dalle de glace, on ne peut pas descendre si bas que ça et on va assez vite inonder tout le manteau neigeux. Pour aider à résoudre ces soucis avec les modèles climatiques, j'ai étudié l'eau de fonte sur le Groenland. Avec notre équipe de recherche, on a fait des mesures hydrologiques, notamment de la vitesse latérale de l'eau de fonte. Dit comme ça, ça paraît pas si compliqué, mais en fait, le Groenland, c'est loin,
Il y a souvent des tempêtes et généralement, il fait bien froid. Moi, je n'aime pas trop ça, mais les instruments de mesure, encore beaucoup moins. Et du coup, ils disent facilement « j'en ai marre, je m'arrête là ». Et tu te trouves au milieu de nulle part, dans le froid, sans plus rien qui fonctionne. Malgré ça, on a pu collecter un bel ensemble de données, et avec ces données, j'ai construit un nouveau modèle hydrologique. Ce modèle simule où et quand le liquide apparaît à la surface. Et ce qui est cool, c'est que ce modèle donne des résultats qui sont assez proches des observations faites à partir des données satellites. En gros, ce nouveau modèle nous donne une bonne idée sur le ratio entre la quantité d'eau de fonte qui reste sur place, regèle et contribue à la formation de ces dalles de glace, et la quantité d'eau qui quitte la calotte pour un petit plongeon dans la mer. Ça reste une goutte d'eau dans l'océan, ma recherche, mais grâce à elle, mes chers flocons de neige, on arrive un peu mieux à prévoir ce qui va nous arriver quand on fond en été. Merci. Avant de nous quitter, Nicole, vous aussi, j'aimerais bien savoir si votre thèse était un animal, ce serait quoi? Là, je vais dire, ça serait une loutre de mer. Parce qu'en fait, moi, je ne savais pas non plus, mais comme l'analyse du Groenland, la loutre de mer a beaucoup d'impact sur le système marine, donc les circulations de mer, et ça impacte notre climat. Voilà. Merci, Nicole. Je vous laisse redescendre prudemment. Notre prochain candidat est Henri Lee. Après un bachelor en sciences biomédicales à Fribourg, vous achevez un master dans le même domaine à l'université de Berne. C'est juste. Puis en 21, vous revenez à Fribourg. Exact. C'est bien. Excellent choix. Vous vous lancez dans un PhD à l'Institut Adolphe Merclay au sein du groupe Nanomatériaux. On en est, il faut le prononcer. Ouais. Après difficile, l'Inlandsis, Nanomatériaux. C'est un exercice difficile de travailler avec vous. À vous aussi, je demande, si votre thèse était un animal, ce serait quoi? Le lion, ouais. Il ne suffit pas d'avoir faim. Il faut avoir une méthode, il faut avoir une stratégie pour arriver au but. Et ce qui est aussi important, c'est qu'il faut travailler en équipe. On est un groupe de recherche, donc il faut savoir se confier aux gens, se communiquer et savoir ses responsabilités. Donc stratégie, communication et travail d'équipe, c'est les 3 mots que je retiens. Ok. Vous êtes prêts, là? Oui. Très bien, je vous laisse la scène. Merci. Le couteau suisse. La dernière fois que j'ai utilisé ce couteau de poche multifonction, c'était évidemment à l'armée. Nous, de la fanfare militaire, on sait comment manier cet emblématique couteau suisse. Et sergent, tu as pris ta planchette avec toi? Mais selon les situations, on peut aussi utiliser le couteau pour se défendre en cas de danger, ou sortir le tournevis pour réparer des choses. Manger, défendre et réparer. Ces termes décrivent parfaitement un type de cellule immunitaire représenté dans l'image, le macrophage. Issu du grec, ce gros mangeur fait partie de la première ligne de défense de notre corps et agit comme un Pac-Man biologique, dévorant les débris et les pathogènes à travers vos tissus. Comme le couteau suisse, il possède une polyvalence naturelle et peut s'adapter à diverses situations, un phénomène appelé polarisation. Les macrophages possèdent donc la capacité de changer leur fonction. En présence d'une menace, ils se dirigent vers une réponse inflammatoire, agissant comme le couteau suisse rouge pour combattre le danger. Certains macrophages se polarisent vers un état réparateur, se comportant comme le couteau suisse bleu pour soigner l'inflammation et restaurer les tissus. Cependant, dans certaines circonstances, les macrophages peuvent mal utiliser leur capacité
que me tenter de couper un saucisson avec un tournevis. Utiliser le mauvais outil peut entraîner des conséquences néfastes, comme une inflammation chronique ou une vulnérabilité accrue aux infections, favorisant ainsi le développement d'une maladie. Il nous faut une stratégie pour remédier à ce problème. Imaginez si on pouvait éduquer les macrophages à se polariser correctement pour lutter contre la maladie. Et c'est là que les nanoparticules entrent en scène autant que solution thérapeutique. Ingérées par les macrophages comme des pop-corns, ces minuscules particules modifient la polarisation, influençant ainsi leur réaction immunitaire contre la maladie. Dans ma thèse, j'ai non seulement compté le nombre de pop-corns ingérés par les macrophages, mais j'ai aussi Dans ma thèse, j'ai non seulement étudié cette interaction, mais j'ai aussi compté le nombre de pop-corns ingérés par les macrophages pour déterminer l'efficacité et la sécurité de cette technologie, dans le but d'améliorer les traitements du futur. J'espère que l'utilisation de mon couteau suisse vous a fourni la dose parfaite de pop-corn et que vous êtes polarisé vers une couleur qui me soutiendra. Merci. Je ne pense pas que quand vous étiez enfant, vous rêviez de couteau suisse, rouge ou bleu. Vous aviez envie de faire quoi? Moi, je voulais devenir pianiste. Donc, j'ai commencé très tôt le piano. Mais à un moment donné, je me suis dit ça doit rester un plaisir et je ne me voyais pas avoir du plaisir jouer tous les jours, 6 heures, 7 heures par jour. Ouais, ça va pas. 6 heures ou 7 heures de piano Ouais, et non. finalement une thèse. Ouais, une thèse, ça va mieux. Ça va mieux. Ouais, il y a un peu plus de variation. On est dans le labo, on est... Ouais, exact. Ça reste courageux Ouais. et plein de persévérance. Merci beaucoup, Merci. Henri. Je vous invite à regagner la salle. La prochaine personne à me rejoindre sur cette scène est Xavier Simon. Xavier, de formation initiale, vous êtes ingénieur forestier. Puis en 2002, vous vous reconvertissez pour vivre votre passion, la spiritualité. S'ensuit un parcours de formation continue au rythme des congés parentaux, parce que ça c'est quand même un aspect qu'on ne peut pas tout à fait mettre de côté, tout en étant formateur, accompagnateur pour la vie spirituelle. Votre parcours passe aujourd'hui par cette nouvelle étape, une thèse qui touche au cœur de la spiritualité chrétienne et un petit passage par la scène du Nouveau Monde. Bienvenue. Merci. Avant que je vous laisse la scène, est-ce que vous pourriez me dire s'il y a un proverbe ou une citation qui vous ont permis de garder le moral ou de persévérer dans votre travail? Qui cherche, trouve. Ça, c'est dit. Et donc, on va vous laisser chercher la lumière. Merci. Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche. Cette phrase, on l'attribue à tort au général de Gaulle. Lui, il a soutenu la recherche. Soutenir la recherche, c'est prendre un risque. Et oui, le risque de ne pas trouver. Mais attention, trouver comporte aussi un risque. Le risque de ne plus chercher. Alors, comment bien lancer la recherche pour trouver tout en continuant de chercher? Ingénieur de formation initiale, aujourd'hui je suis chercheur en sciences bibliques. À partir des textes grecs et hébreux, je cherche comment la Bible s'organise pour communiquer son message. D'ailleurs, mon général, bonne nouvelle, qui cherche trouve d'après la Bible. Et l'évangile de Saint Jean propose même un plan de recherche. Ma thèse est la suivante. Pour communiquer son message, l'évangile de Saint Jean suit une structure concentrique autour du chapitre 10. Les structures concentriques sont fréquentes dans la Bible.
elles mettent en parallèle différents passages autour du centre. Elles mettent en parallèle différents passages autour du centre. Par exemple, que cherchez-vous? C'est une question que l'on trouve au début et à la fin de l'Évangile. Indice ou coïncidence? Autre exemple. Avant et après le chapitre 10, Jésus pose cette même question. Crois-tu? Indice ou coïncidence? Les exemples sont nombreux. Autour du centre, l'Évangile met en parallèle deux grandes parties. La première pour entrer en relation avec Dieu, la seconde pour rester en relation avec lui. Jésus, le personnage central, vit cette relation en plénitude et il ne cesse de la communiquer. Trouver et chercher encore. Mais oui, trouver, on en a tous envie, mais c'est chercher qui nous tient tous en vie. Mon général, avec votre chère épouse, ce qui compte, ce n'est pas seulement le jour de votre première rencontre, mais bien comment aujourd'hui encore, vous cherchez peut-être toujours à vous retrouver. La structure de l'Évangile fonctionne comme un site de rencontre, non pas mythique, mais divin. Mais alors, que trouve-t-on au centre de cette structure? Un véritable moteur de recherche. Déposer sa vie pour la recevoir de nouveau. Déposer ce qu'on a pour recevoir encore. Déposer ce qu'on sait pour apprendre encore. Déposer ses croyances pour s'ouvrir au mystère. Déposer ses jugements pour s'ouvrir aux autres. Un élan vital placé au cœur du récit. Finalement, mon général, tout comme vous, Dieu soutient la recherche. Car des chercheurs qui cherchent, Dieu en cherche. Et pour en trouver, il a tout donné. Merci. Ne vous enfuyez pas. Ça va toujours mieux après. Hein. Avant qu'on se sépare, le symbole, l'animal symbole de votre thèse, ce serait quoi? Eh ben, ce serait l'aigle, parce que c'est l'animal symbole en fait, de l'évangile de Jean, donc déjà, première chose. Et même tout petit, j'aimais l'idée d'un jour voler peut-être. Et l'aigle est aussi celui qui a un regard perçant tout en prenant de la distance. Joli. Je vais vous laisser vous envoler à nouveau vers la salle, mais doucement, hein, atterrissez en douceur. J'invite maintenant Antonia Baumgartner à me rejoindre sur la scène. Antonia, vous faites d'abord un stage de journalisme pour un journal local dans le canton d'Appenzellerode extérieur, puis vous traversez le Röstigraben pour étudier à l'université de Fribourg. Vous commencez par un bachelor en slavistique et en anglais, puis vous retournez aux sources en effectuant un master en sciences de la communication et des médias, sujet que vous choisissez également pour votre doctorat. Dans vos recherches, vous vous intéressez principalement au journalisme et au rôle des professionnels du journalisme dans une société démocratique. Et vous, est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui vous a aidé à garder le moral ? Franchement, les citations, les proverbes, ça ne me dit pas grand-chose. Mais il y a de la musique qui peut toujours me donner un peu d'énergie. Et pour la thèse, je crois aussi, c'est surtout Killer Queen. Ok. Je vous invite maintenant à tout killer. Merci. Le changement climatique, la migration, la santé publique. Nous sommes confrontés à plein de sujets qui demandent une réponse de notre société démocratique. Mais comment naviguer dans cette mer d'informations? Comment former une opinion éclairée? Comment trouver des solutions bénéfiques pour tous et pour toutes? Pas de panique, nous ne sommes pas seuls. Les gardiens du débat public sont là pour nous guider. Qui sont-ils? Des journalistes. Leur mission? Créer un réseau d'échanges qui englobe tous les membres de la société. Imaginez-les comme des médiateurs. Ils collectent des arguments, des informations, des opinions et des messages pour ensuite les transmettre au public.
Cela permet aux politiciennes et politiciens, aux entreprises, aux ONG, aux citoyens comme vous et moi, de discuter, de participer et d'observer le débat public. Ce débat est précieux et doit être protégé parce qu'il est notre fenêtre sur le monde. Une focalisation sur quelques opinions au sujet pourrait biaiser notre regard sur l'actualité. Il est donc important que des différentes perspectives soient représentées. Dans ma thèse, j'ai analysé près de 2000 articles et émissions qui traitent d'un thème d'actualité brûlante, les réfugiés ukrainiens en Suisse. Ces articles étaient publiés sur une durée d'1 année et demie dans les 8 journaux les plus populaires en Suisse alémanique. Mon objectif avec cet exemple, c'est de comprendre comment nos gardiens du débat public accomplissent leur mission. Pour faire cela, j'ai cartographié le réseau d'échanges créé par les journalistes. Ça veut dire que dans chaque article, j'ai identifié les sources qui s'expriment, le sujet dont elles parlent et à qui elles réfèrent leur message. Et là, j'ai trouvé quelque chose. En tout ce qui concerne le statut de séjour, les journalistes ont transmis majoritairement les messages de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et ses collaborateurs et collaboratrices. Et la voix des réfugiés? Plutôt silencieuse. Les chiffres et les problèmes d'hébergement étaient au premier plan, tandis que les conditions d'hébergement et la santé des réfugiés restaient dans l'ombre. Surtout au début, nous avons vu un débat plutôt uniforme, caractérisé par les communications du gouvernement et avec peu d'échanges entre les différentes sources. Je dois donc constater que malheureusement, nos gardiens du débat public, ils ne remplissent pas toujours pleinement leur mission. Mais pas de panique, ma recherche se poursuit avec une nouvelle étape. Je m'efforce maintenant de comprendre l'évolution du débat public. Mon objectif est de déduire des pistes sur la manière dont les journalistes pourraient créer un débat public diversifié et axé sur l'échange. Un débat qui nous permettrait de connaître et comprendre les enjeux actuels, de former une opinion éclairée et de trouver des solutions bénéfiques pour tous et pour toutes. Imperturbable, malgré les problèmes techniques. Antonia, on va se quitter quand même là-dessus. Ouais. Si votre thèse était un animal, Ce serait le chat. Lui aussi, il suit toujours son chemin. Mais c'est pas pour ça que j'ai choisi initialement, c'est parce que j'adore les chats, j'aime bien mon travail, mais des fois, ça fait un peu des trucs imprévisibles qu'il faut vraiment analyser un peu plus en détail. hein, vous aussi, votre travail, il fait des fois des trucs un peu imprévisibles. Vous n'êtes pas la seule, du coup. Merci. Bravo, Antonia, merci. Avant de passer à notre prochain candidat, j'aimerais m'assurer, même si je vois rien au fond de la salle, est-ce que le chrono est à nouveau accessible? Il y a quelqu'un qui me sourit. Très, très joli sourire d'ailleurs. Jay, si jamais vous regarderez en sortant, Jay a un sourire fort charmant. Est-ce que c'est un signe que, que je vais devoir meubler un petit moment? On est bon? On le répète encore une fois, nous sommes bons. Tout va bien. Je peux y aller. Et donc, je peux inviter René Isoli à venir sur scène avec moi. René, vous êtes doctorant en physique, ce qui vous permet de mêler harmonieusement votre fascination pour les merveilles de la nature et votre passion pour leur intégration dans la technologie. Vous avez d'abord étudié la physique expérimentale à Berne, d'abord en bachelor avec un focus sur le régime optique, puis en master, et là vous êtes plongé dans le fascinant domaine de la physique du climat et de l'environnement en explorant les mystères des noyaux de glace de l'Antarctique. Aujourd'hui, vous avez aussi rejoint l'Institut Adolphe Merclay et vous vous consacrez à la physique optique des matériaux. Mais par contre, quand vous étiez enfant, vous ne rêviez pas d'être ici, sur cette scène. C'était pas ça, hein? Non, j'ai eu d'autres ambitions. J'ai voulu devenir conseiller fédéral, en fait.
Pas trop à cause de politique, mais j'aimerais bien faire quelque chose bon. Oh, vous êtes sur le bon chemin. J'ai souvent croisé Alain Berset dans cette salle. Vous n'êtes pas loin. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, bien Est-ce sûr. que la technique est prête? Non? 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 Fascinant. Tout va bien? Ouais, C'est tout va bien. rassurant, Tout va hein? bien. Tout va bien. Ah, le chrono est réapparu. On est bon. On est bon. Vous êtes bon? Oui, bien sûr. On va voir ça tout de suite. On va voir. Ah, c'est fascinant. Le monde, la nature. Nous, dans cette salle, la physique entre nous. Ah, regardez, vous êtes prêts? Et hop. Vous et moi, depuis notre plus jeune âge, on a acquis l'expertise de lancer et attraper des balles. Et maintenant, on peut anticiper comment la balle va traverser entre nous deux. On pourrait aussi utiliser un ordinateur. Prenez la vitesse, l'angle, la gravitation, et voilà, on sait où la balle va atterrir. Grâce à l'ordinateur, on peut même simuler et estimer des systèmes complexes comme le climat ou la trace de la foudre. Mais là, il nous faut beaucoup plus de paramètres encore. Prenons le terrain, l'humidité, le vent, toutes les particules chargées sur la Terre et dans l'air. Avec tous ces détails minuscules, ça nous prend beaucoup de temps et de l'argent pour le calculer. 2, 3 jours, une semaine. Mais c'est bizarre, la nature le fait instantanément. La foudre apparaît et disparaît dans un coup d'œil. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas la nature pour calculer avec nous? Dans ma thèse, je développe des structures, des réseaux qui sont si petits qu'on les appelle les nanostructures, inspirés par des papillons qui arrivent à générer des couleurs spectaculaires avec celles-ci. Ici, on utilise les nanostructures pour distribuer et manipuler la lumière. En traduisant tous les paramètres d'un problème dans un signal de lumière, les nanostructures vont diversifier l'intensité, la polarisation et la direction de la lumière. Et tout ça à la vitesse de la lumière. Avec l'intelligence artificielle, on peut ensuite déduire avec précision des solutions à des problèmes complexes. Et comme la trace de la foudre, en une fraction d'une seconde. Oui, alors, si tout va bien, au futur, on va exercer des simulations comme on lance les balles. Merci. Comme sur des roulettes. Et vous, alors, votre thèse, si c'était un animal? Ce serait probablement le papillon. C'est quoi, ça représente un peu la chouette vie, légèreté. Et les papillons font de la physique. Physique avec la lumière. Ça, c'est la nouveauté pour nous tous, je pense. Les papillons et la physique. Mais on sait qu'à l'Adolphe Merkel Institute, on étudie pas mal la physique des papillons et des couleurs. Merci beaucoup. René, je vous invite à rejoindre la salle. Merci. Et j'invite maintenant Elodie Bauer à me rejoindre sur scène. Alors, Elodie, vous arrivez tout droit du canton de Neuchâtel, Tout à fait. où vous avez effectué un bachelor en histoire de l'art et littérature française.
Vous êtes depuis toujours passionné par le monde des images et des objets créés par l'homme et vous poursuivez votre cursus universitaire à Fribourg avec un master en histoire de l'art, avec un complément en archéologie. Puis là, on doit faire une spéciale dédicace, parce que je sais qu'elle est dans la salle, je l'ai vue. Donc c'est un domaine qui vous a particulièrement touché au cœur parce que lors de votre premier cours, la manière dont votre professeur, une certaine personnage fictif, pas dans cette salle, Véronique Dazen, fait revivre les images antiques pendant ce premier cours. Ah, on avait envie d'applaudir Véronique Dazen apparemment. Donc, après ça, vous faites une petite pause quand même et vous allez jouer les guides au château de Neuchâtel et au musée du Laténium. Et puis finalement, comme tous ces gens dans cette salle qui sont partis, vous êtes revenus. Donc, Fribourg, mon amour, on n'oublie jamais. C'est vraiment. Et donc, vous avez décidé de commencer une thèse financée par un fonds doc.ch du Fonds national suisse de la recherche scientifique. Et vous serez notre dernier animal thésard de la soirée. Et ce serait... Alors, ce serait une araignée pour deux raisons. Tout d'abord parce que l'araignée tisse des toiles, ce qui est étroitement lié à mon sujet de recherche, comme vous allez le voir, mais aussi parce qu'en tissant les toiles, ça évoque quand même assez clairement toutes les connexions qu'on va mobiliser pour mener à bien une recherche, de manière générale. Alors, soyez attentifs et tissez des connexions en écoutant Élodie. Merci. Kalispera, bonsoir. Ce soir, je suis un sujet d'étude. Je suis une femme grecque et j'ai vécu il y a 2500 ans. Et j'utilise quelque chose que tout le monde utilise depuis toujours et probablement pour toujours. Je suis une femme grecque de l'Antiquité, mais je me suis habillée ce soir comme une de vos contemporaines, instrument d'optique inclus. Et peut-être que la façon dont je suis vêtue paraîtra un petit peu masculine aux yeux de certains d'entre vous. D'autres encore n'y verront rien de spécial. Eh bien, sachez que la façon dont je suis habillée aurait paru inappropriée, voire même inconcevable, pas seulement durant l'Antiquité, mais il y a encore à peine 150 ans. Mais pas besoin de revenir de si loin. N'oublions pas qu'en France, le port du pantalon par les femmes, qui est commun depuis des décennies, n'a été officiellement légalisé qu'en 2013. Et moi, comment puis-je m'habiller ? Oui, j'insiste sur le verbe pouvoir, car à mon époque, il s'agit bien d'une question de permission. Dans l'Antiquité, le port du vêtement suit des règles officielles. Et chez vous, personnes du futur, c'est encore le cas, même si ça vous semble un peu moins fort ici en Suisse. Mais bon, tout de même, vous savez de manière intuitive que vous n'allez pas vous présenter à un entretien d'embauche en jogging, à moins peut-être de postuler chez Ochsner Sport. Le vêtement est un langage, et chez moi, il y a 2500 ans, sachez qu'il est autant important que le rang social, que l'éducation, et qu'il reflète aussi ces choses-là. Alors, si je vous dis tout ça, c'est parce que j'ai croisé une doctorante de Fribourg tout à l'heure. Elle s'appelle Élodie Bauer, et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle étudie mon vêtement et celui d'autres femmes grecques comme moi, en lisant ce qu'en racontent les auteurs de mon pays, et surtout en regardant des peintures sur des vases. Elle observe un grand nombre de vases, et elle regarde comment, sur ces vases, les peintres nous ont habillés. Elle regarde ce qui est pareil au niveau de la forme de notre vêtement. Elle regarde ce qui change, et surtout, pourquoi. Le langage qu'est le vêtement, il permet à cette doctorante, en 2024, à mieux comprendre ma culture et, par extension, d'autres cultures anciennes et actuelles. Il lui permet aussi, avec un regard neuf, de vérifier ce qu'en disent les chercheurs du siècle dernier. Alors si moi, femme grecque, je suis peinte sur un vase d'Athènes, comment va-t-elle analyser mon habillement ? Elle s'attardera particulièrement sur mes manches et elle relèvera que si c'est un vase de 430 avant Jésus-Christ, tout va bien, je suis bien grecque. Par contre, avant cette période, ça ne fonctionne pas, car les manches longues et serrées, ce n'est pas grec. Ça a commencé à devenir grec environ 20 ans après la fin de la guerre entre la Grèce et la Perse. Parce que oui, non seulement mon peuple a battu les Perses, mais en plus il leur a piqué des idées de vêtements. Et ça, c'est une des choses qu'on comprend en regardant des vases grecs qui datent d'il y a 2500 ans. Efkaristopoli.
Il y a un proverbe qui vous a fait avancer. Il ne faut juste pas que je le dise dans le sens inverse. Mais... Non, ne l'inversez pas, mais il y a quand même un proverbe qui vous a fait avancer et Oui. qui colle assez bien avec ce que vous devez ressentir juste maintenant, non? Oui. Alors le proverbe, c'est « mieux vaut vivre avec des remords que des regrets ». Et donc, J'ai dit juste, je crois. Et donc, aucun regret. ou comme dirait Stéphane Escher, ni remords, ni regrets. Voilà, tout à fait. Sous cette petite note musicale, je vous invite à regagner la salle. Merci. Merci pour vos applaudissements. D'abord, merci à toutes les candidates et les candidats. Je pense qu'ils ont besoin encore d'une petite salve pour les bonnes ondes. Applaudissements qu'on va dédier aussi directement au jury parce que maintenant, c'est votre tour et sincèrement, j'aimerais pas être à votre place. Ça sera beaucoup mieux de mon côté de la scène. Pendant ce temps, comme on le disait tout à l'heure, vous aussi, cher public, vous pouvez voter. Vous avez 30 minutes pour vous brancher sur wooclap.com avec le code MT180 Fribourg 2024 ou en scannant le QR code qui s'affiche maintenant avec votre téléphone portable. Vous avez droit à un tour de vote par personne, mais vous pouvez voter pour plusieurs candidats pendant ce tour. Rendez-vous dans une trentaine de minutes dans cette salle et de même en ligne pour ceux qui nous suivent sur nos différents canaux. On vous offre pendant ce temps une petite pause musicale avec des extraits de concerts et des dates du Nouveau Monde et de l'Université de Fribourg à mettre dans vos agendas d'urgence. Mesdames, messieurs, bon travail et pour vous, beaucoup plus sympa, bon apéro. Bon, j'espère que vous avez bien profité de la pause. Je sais que le jury est prêt. Est-ce que tous les candidats sont dans la salle? Il semblerait que oui. Est-ce que le public est revenu? Vous êtes là aussi. Je vais m'adresser à notre technicien qui s'occupe du système de vote, qui n'est pas le responsable de l'erreur concernant Élodie. Je ne vous dirai pas qui c'est. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut décompter pour arrêter les votes? On va dire oui. Donc 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Alors, en attendant, je vais recevoir le nom du vainqueur du prix du public sur mon téléphone qui attend sagement ici. Je rappelle le jury sur scène. Je crois qu'il mérite... Comment ça va? Bien, bien. Oh, mais ils sont extrêmement tranquilles ce soir, je trouve. Tout bien. Ah, c'est ça. Est-ce que l'un de vous voudrait me dire ce qu'il a marqué pendant cette soirée? Ah, un volontaire. Allez, Juan. Vu que c'est ma première expérience, la première fois que j'assiste à ça, j'ai jamais assisté à ça en tant que public, j'ai trouvé très très intéressant et très captivant d'écouter les participantes et les participants. Ça m'a donné envie de creuser certaines idées ou certaines propositions. Moi, j'ai trouvé ça captivant. Moi qui suis plutôt dans la culture et qui a l'habitude d'aller voir des pièces de théâtre, on a vu certains dons de comédiens ou de comédiennes chez les participantes. Mais ça ne vous a pas donné envie de faire une thèse? Non. C'est pas encore tout à fait réussi, monsieur, dame, alors. Et peut-être avant de remettre les prix, est-ce que vous auriez un message général pour nos participants? Oh, c'est difficile. Non, mais simplement leur dire bravo. Et on a vu qu'ils étaient tous hyper passionnés. Et puis de continuer à creuser leur sujet. Parfait.
Merci beaucoup. Je vous invite à retourner à vos places et je vais vous rappeler après. Voyons si on peut clore le suspense du prix du public. Enfin, moi, je peux. C'est assez sympa comme moment pour moi. Non, pour remettre le prix du public, j'aimerais rappeler la marraine de la soirée sur la scène, Noémie, bienvenue. Et cher public, vous avez ce soir choisi Xavier Simon. Merci, public. Ça va mieux maintenant, vraiment mieux, non? Est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Eh ben, ma joie, si le message est passé, ben, tant mieux. Et merci de ne pas avoir trop... Enfin, à un moment, je me suis demandé si j'allais retrouver mon idée. Et je l'ai retrouvée. Donc, merci de ne pas en avoir retenu compte. En fait, c'était une illustration de la thématique. Vous avez fait exprès. Oui, On est ça. d'accord. C'était voulu. C'est ça, les talents de Je l'ai bien joué. comédien. À fond. Des applaudissements pour Xavier Simon. Très bien, et on passe aux choses sérieuses avec le jury. Et j'appelle donc Sophie Gremaud pour la remise du 3e prix. Est-ce que vous pouvez nous dire qui est, enfin d'abord peut-être pourquoi et ensuite qui? J'ai oublié le prénom. Mais elle saura qui c'est, ouais, désolée. On lui laisse 2 secondes pour les antisèches. Mais ça veut dire que le sujet a pris le pas sur la personne, ce qui est assez beau aussi. Ça veut dire que ça a été incarné. Il y a réflexion. Je ne suis pas sûre. En fait, vous voulez encore 20 minutes pour réfléchir? Suspense. Je propose qu'on applaudisse le jury. Est-ce que ceci peut aider? Bon, j'ai commencé voilà. Donc, suspense, le prix a été attribué pour quelle raison? Donc, on a attribué ce 3e prix pour sa présence sur scène et son regard critique sur le métier de journaliste à Antonia Baumgartner. Tu voulais que je regarde le programme? Bravo, Antonia. Est-ce que vous voulez... Comment vous vous sentez? Bah, je me sens bien. Franchement, quand j'ai remarqué que c'est une journaliste dans le jury, j'étais un peu ouh. Mais j'ai quand même continué avec le texte que j'avais déjà. Merci. Par contre, vous êtes grillé. Hein? Faudra rester dans le milieu académique, je pense. Installez-vous à côté de Xavier et encore bravo. Pour la remise du 2e prix, j'appelle Juan Diaz. À l'endroit. C'est mieux. Et donc, pour quelle raison et à qui est attribué le 2e prix? Alors, pour ses capacités de vulgarisation et la qualité des métaphores utilisées, le 2e prix est attribué à Henri Ly. Voilà, c'est pour la photo. Henri, vous avez un mot pour ce prix? Non, je suis juste super content honnêtement et ouais, plaisir. Merci beaucoup. Bon, vous fêterez ça avec Henri plus tard. Merci Henri. Et enfin,
Pour le premier prix de la finale fribourgeoise 2024, j'appelle Sarah Progin-Teuerkauf, présidente de notre jury, qui vient sans chèque. Bah, reprenez le chèque. Non, pas d'affaires de corruption et de détournement à l'Université de Fribourg, s'il vous plaît. Surtout de la part de la vice-rectrice en charge du droit. Il faut qu'on discute après. Hein. OK. Donc, le premier prix de cette finale régionale fribourgeoise est attribué pourquoi et à qui? Ce prix est attribué à une personne qui a réussi à nous raconter une histoire qui nous a fait envie de voyager en Grèce. Donc, on se voit déjà à la plage avec une bonne moussaka. Alors, Elodie Bauer. Au centre. Ça valait la peine de manquer un petit bout du prix du public. Avec toutes mes excuses encore. Et félicitations pour ce premier prix. Comment on se sent? Ben, très bien. Je suis très touchée et aussi je suis tellement passionnée par l'archéologie, par les images, que ça me fait extrêmement plaisir que ça ait touché le jury, le public. Et, je suis très contente d'avoir pu partager cette passion et que ça a été reçu. Voilà, tout simplement. Bravo, Elodie. Un grand merci. Sur la même adresse que vous avez utilisée tout à l'heure pour voter, vous pouvez encore dès à présent laisser des petits mots à nos candidats, au jury, à l'équipe qui a organisé au Nouveau Monde, à l'Université de Fribourg, à tous ceux qui ont fait cette soirée. Laissez des mots gentils, c'est plus sympa. Puis si vous avez des remarques moins gentilles, venez me voir après, je serai par là. J'aimerais remercier, avant qu'on termine cette soirée, tout d'abord les candidats pour tout le travail qu'ils ont apporté pour que cette soirée soit sympa, enlevée et qu'il se passe tellement de choses et tellement d'émotions. J'aimerais remercier le jury pour le travail pas facile qu'ils ont dû faire pendant ces 30 petites minutes, le Nouveau Monde pour la façon dont ils nous reçoivent chaque année et tout au long de l'année d'ailleurs pour diverses manifestations, et tous ceux qui ont œuvré dans l'ombre de l'Université de Fribourg, d'Unicom et d'autres services, parce que sans vous, cette soirée ne serait rien. Avant de clore complètement, j'aimerais juste faire une petite page de pub. Je dois faire une petite page de pub. Tout d'abord parce que vous retrouverez nos 3 candidats gagnants à la finale suisse. Et cette finale suisse, vous avez de la chance parce qu'elle se passe le 20 juin à Fribourg, à l'université. Donc venez soutenir encore une fois les candidats que vous avez élus ce soir. Et puis, une fois par mois, dans cette salle, nous organisons des cafés scientifiques, aussi en collaboration avec le Nouveau Monde. Ça vaut la peine de venir discuter avec nous. Et puis, avant encore la finale suisse, le Science Slam qui aura lieu le 23 mai sur cette scène, avec au moins une tête qu'on a déjà connue. René Isly va remettre son titre en jeu pendant le Science Slam. Donc, venez l'encourager ce soir-là. Merci à tous et bonne soirée. Et vous restez là pour les photos. Et les candidats peuvent remonter sur scène pour faire des photos avec tout le monde.